Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on y va pour la routine quotidienne, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de liquidité sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. On fera peut-être NIR aujourd'hui si j'ai le temps, si je me sens la volonté de le faire, parce que je trouve qu'il est dans un potentiel range de préaccumulation, donc potentiellement une zone intéressante. Allez, on y va pour l'intro. Alors en intro pour le moment, on a un Bitcoin qui est autour des 113 000. On a une petite poussée hier, très légère, cassure de la trend, mais on n'a pas fait le break of structure. On a continué à faire du ski un petit peu sur cette trend de distribution. Voilà, c'est pour le moment, ça reste assez, on va dire, mais indécis, hein, finalement c'est un peu ça l'idée. Vous voyez qu'on continue vraiment ici à faire du ski exactement dans la même tendance précédemment et pour finalement potentiellement venir regarder ou dévier sous les 112 800, je dirais qu'à ce stade ça serait assez logique de le faire. Et d'ailleurs là sur les dernières 15 minutes on vient de perdre quand même un petit 1000 $, hein. Vous le voyez, alors 30 minutes, on va dire plutôt, un petit 1000 $. Donc il doit y avoir une news ou quelque chose qui est sorti un petit peu pour que ça soit un petit peu comme ça, relativement impulsif à ce point-là. On peut éventuellement se dire que c'est le cas. Sur le daily, on a quand même gardé le support qui est là pour le moment en tout cas. Bon voilà, on peut clôturer dessous, mais il faudra demain en tout cas le récupérer. Voilà, pour le moment, ça reste un support qui a joué une fois, deux fois, et puis là, trois fois avec celui-ci. Donc c'est pas non plus un truc incroyable. Voilà, pas grand chose de plus qu'hier hein, sur la structure. On a fait une haussière hier qu'on est en train d'avaler aujourd'hui. Il va vraiment falloir que le support tienne. Il serait de bon augure de ne pas faire une bougie d'avalement, hein, justement. Hein, et même si à la limite, si on mèche, continuer sur la journée de la journée. Faire par exemple un genre de hammer comme ça sur la journée d'aujourd'hui serait quand même plutôt quelque chose de joli. En termes de chandelier, là, c'est pas très joli parce qu'on a eu cette impulsion qui a été foireuse, qui s'est en tout cas arrêté sur le pic précédent. J'entends par là pour vous montrer, ça c'est le pic, d'accord. Et ça c'est l'impulsion. Le pic a parfaitement protégé la tendance baissière, on va dire ça comme ça. Et malgré une cassure de trend, même si ça semble quand même assez correctif, il n'y a pas non plus un truc extrêmement impulsif, on sent que le marché a cette volonté de venir chercher ses longues et potentiellement de venir faire un tour sous la structure 4 heures. Venir faire un tour sous la structure 4 heures, c'est perdre 112 momentanément. Manger la liquidité, on en a déjà parlé hier, mais il y a un petit quelque chose pour le coup à 110 qui est intéressant d'aller visiter. Maintenant qu'on a finalement perdu, je dirais 118. Hein. L'idée c'est, si on perdait 118, il y avait quand même des belles chances de retourner sous la structure. Si on ne les perdait pas, si on tenait le point de contrôle ici qui était là, à ce moment-là, c'était plutôt intéressant. On a aussi cet ancien support devenu résistance et on avait cette zone que nous on avait ouverte entre 112 et 110. Finalement, ça a bien rebondi sur les 112 100. Donc, on avait eu une belle entrée ici, qu'on a très bien dérisquée et qui a été gagnante dans tous les cas. Malheureusement, on avait fait une petite erreur, même je dirais, parce que en soi, cette entrée-là n'avait pas vocation à être quelque chose qui était réellement un swing. On a dit, bon, on va décaler des profits un petit peu plus haut. En l'occurrence, je crois que c'est 148. Et en fait, il aurait fallu peut-être prendre plus de profit à la prise de liquidité au-dessus de l'ATH. Puisque le coup, l'idée, le pitch elevator, c'est-à-dire l'elevator pitch plutôt de ce mouvement, vous devez pouvoir justifier un trade en une phrase très simple, c'était de jouer le short squeeze de tout ça. Et en l'occurrence, on l'a fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des fois, en fait, il faut surtout pas hésiter à être assez scolaire, c'est-à-dire dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. En l'occurrence, ce trade a été assez pauvrement managé de mon côté, au sens où j'ai transformé un trade d'unité 4 heures en un swing, et c'était pas forcément intéressant. On va dire en tout cas, j'aurais dû prendre plus gros sur la prise d'ATH. On avait déjà pris un truc au niveau de la cassure de trade, on a pris autre chose là, mais on avait laissé quand même le gros du trade aller plus haut. Et il faut surtout pas hésiter à s'auto-juger, parce que c'est ça qui fait qu'on, petit à petit, on fait une sorte de tuning, c'est-à-dire qu'on arrive à ajuster, à accorder un peu mieux son violon, et puis
ensuite avoir des mécanismes qui sont plus intéressants. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir un carnet de trading dans lequel vous notez ce genre de choses. Bon, vous les notez de toute façon dans la tête, hein, à un moment donné, quand enfin, c'est ce qui fait que, à force de marteler un petit peu ces histoires-là, vous les formalisez beaucoup mieux, mais avoir un carnet de trading vous permet aussi quand même d'écrire le truc, et quand vous l'écrivez, il y a vraiment ce côté, pas mea culpa, mais il y a ce côté, quasi thérapeutique, et aussi au niveau de la mémoire, ça rentre mieux. Ether, Bitcoin, 0,37, on est toujours là-dedans. Ça a quasi cassé l'espèce de côté très distributif, mais vous voyez qu'on n'a pas eu l'impulsion qui prouve qu'on est en train de casser. Alors pour les deux, pour Bitcoin comme pour Ether, je pense qu'on n'est pas loin du bottom. Vous voyez que ici, certes, on a une petite tendance baissière, mais que c'est assez flaguesque un peu tout ça. Pour le moment, on vient même retester un petit peu la trend initiale, l'accumulation initiale ici de ce petit moment. J'espère qu'il va y avoir le petit truc impulsif qui fait qu'on vient chercher ça et ça pour une continuation de cette impulsion-là, reportée en bas de ça. Mais ça, on en a parlé hier aussi. Pour le moment, il n'y a pas le truc qui crache au-dessus. Vous voyez, vous comprenez que du coup, ça oblige presque même à dire, bah, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un truc, dans ce délire-là, quoi, hein. Pour le moment, comme il n'y a pas eu la mèche de David Cronenberg qui vient casser l'histoire, on est plutôt, pour moi, sur une structure légèrement bullish, donc corrective, sous une structure qui elle-même est bullish également, hein, mais ça ne casse pas. Pour le moment, on est en train de rejeter, ça ne veut pas y aller. Donc oui, c'est une forme de correction, mais attention à ça, que ça aille pas plus bas. Et même chose sur Ether, dollar, vous voyez que j'aime beaucoup, hein, moi, quand sous-trend, on arrive à faire ce genre de petite structure bullish, parce que parfois c'est un effet domino, un effet papillon, hein. C'est-à-dire que comme je short squeeze ça, je short squeeze aussi ce qui s'est passé là. Pour le moment, hein, vous voyez que la résistance, elle est là, hein, elle est à 4367, et du coup, ça me donne du jus pour venir short squeezer ça, ça et ça, et ce qui est déjà un bon départ pour retourner le sentiment, et puis réitérer l'impulsion qui avait été faite là, en bas de la correction qui a été faite ici. Donc impulsion, correction, impulsion, et repartir du principe que l'impulsion qui va se produire après la correction, la sortie de correction, hein, en fait, il y a deux moments où vous savez que vous sortez de la correction. D'abord, casser la trend de distribution de la correction. Et puis également péter le top, hein, puisque du coup là vous avez quand même un bon signal que ça y est, c'est parti. Et je pense que sur Bitcoin, le seul scénario, on va dire là-dedans, qui fonctionne pas, c'est une flat, c'est-à-dire je fais ça, ça et ça, hein, d'accord, vous le comprenez. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin, en tout cas c'est globalement ce dont a l'air la structure. La question étant, dans cette flat, est-ce que je repasse totalement sous la structure ou pas, et c'est, je pense, la question la plus intéressante du moment à se poser. Sur le Total 3, donc excusez-moi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Total 3, c'est pareil, ça compresse toujours. Vous voyez que le prix est en train de se resserrer ici, de se compresser. Je vous renvoie à la vidéo d'hier, encore une fois, c'est-à-dire sur les altcoins. Pour moi, il n'y a pas de structure. La structure, elle est en train de compresser, mais il n'y a pas de tendance haussière ou il n'y a pas de tendance baissière. On est vraiment sur un truc qui compresse, hein, en tout cas dans l'UT qui nous intéresse en ce moment, à savoir le 4 heures. C'est-à-dire pas d'alt season pour le moment, pas de Bitcoin season non plus. On est en train de tergiverser, d'accord. En termes de Ethereum season, je dirais que c'est un peu pareil, mais bon, ça sent plutôt bon. Et puis sur Bitcoin, en fin de vidéo, on fera un petit peu la conclusion de cette vidéo et d'essayer d'aller voir quels sont les points déjà à prendre, tout simplement sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like, de ne pas hésiter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Et puis éventuellement, si cela vous intéresse, venir vous inscrire sur les liens d'affiliation de la chaîne que vous trouverez en description de la vidéo ou alors dans la bio Twitter. Ça aide beaucoup parce que quand vous ouvrez, donc les partenaires, on va dire c'est BingX, il y a un gros dépôt. Si vous déposez 100$ en ce moment, vous aurez 250$ direct sur LinkedIn, donc ça se prend avec le code CryptoSignalFR. Vous avez aussi BingX, vous avez aussi pas mal de choses. Je suis en train de re-rentrer Bybit à nouveau parce qu'on avait perdu parce qu'ils avaient fermé aux Français. On rentrait Bybit, mais je suis en train de tester en fait la plateforme parce que pour le coup c'est du spot margin en levier 10 maximum, etc. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, que pour le coup il faut que je teste pour vous dire si c'est nécessairement un peu plus intéressant, etc. C'est pas des trucs sur lesquels que je suis habitué à faire, donc j'attends un petit peu.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les liens si d'aventure vous vouliez tout simplement vous abonner sur un exchange, passer par le lien CryptoSignal FR qui est globalement le code d'affiliation de tous les exchanges. Et puis je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. La news, pas eu énormément de trucs, hein, voilà, conflit Russie, un leak au niveau des datas qui dirait qu'il y aurait 1,7 million de morts en Ukraine. Je pense que ces chiffres sont plausibles, en tout cas ils pourraient avoir existé. Alors il y a des questions qui se posent évidemment, quand vous avez quelqu'un qui meurt, vous êtes censé dédommager sa famille. Là, en l'occurrence, ça serait pas soutenable hein, s'il y avait eu ce nombre de morts-là. Pour l'économie ukrainienne, je crois qu'il serait censé sortir quelque chose comme... Je me rappelle plus si c'est... Parce qu'on vous promet, hein, bien évidemment, quand vous allez faire la guerre, vous êtes jeune, on vous dit, bah, si tu meurs, au moins ta famille aura ça. Vous avez des gens qui sont un peu dans la merde et qui y vont, du coup, en se disant, bah, ok. Déjà, c'est étalé sur 4 ans, logiquement. Hein, normalement, en tout cas en Ukraine, le moyen de paiement. Mais également, en fait, là, pour le coup, s'il y a vraiment eu 1,7 million de morts, ne serait-ce que pour payer tout ça, l'Ukraine serait en faillite. Je crois que ça correspond, si je me trompe pas, à 50 milliards de dollars. Je me demande si c'est 500 ou 50. J'ai un petit doute sur le chiffre, mais... dans les deux cas, c'est pas très bon. À propos d'Easy, le token de Kanye West, alors on aime ou on n'aime pas Kanye West, moi j'aime bien sa musique, j'aime un peu moins la provoque et le bonhomme, et je pense vraiment que pour le coup, c'est plus de la provoque ce qu'il est en train de faire en ce moment, cette espèce de pétage de plomb, etc., que réellement ce que veut faire le bonhomme, mais en tout cas j'aime bien sa zik, et en l'occurrence ici, vous voyez que la location elle est vraiment dégueulasse, on a pas mal de choses en cliff 3 mois, c'est-à-dire libération des tokens sur 3 mois en mode petit à petit, et puis 6 months cliff plus 18 mois, et 12 months cliff plus 12 mois, donc vous avez 80% qui est... 70% qui est en cliff, ne serait-ce que sur les 10% qui ont été libérés, je crois, au tout départ. Les insiders ont déjà beaucoup vendu. Le projet a de suite est monté, si je ne me trompe pas, hein, à 2 milliards. À 4 milliards, pardon, il est descendu tout de suite à 1 milliard. Donc il y a eu de la grosse prise de profit, ne serait-ce que sur les 10% de tokens d'insiders sur le projet. Rick Rider qui est un des candidats potentiels à la succession de Powell sur la Fed, on en parlera aussi tout à l'heure, on va faire pas mal de fondamentales je pense aujourd'hui. Moi j'ai regardé un peu les interviews et tout, je me suis renseigné un peu sur le bonhomme puisque c'est un candidat à la suite de Powell. Je trouve qu'il est un petit peu, il a l'air un petit peu sanguin le bonhomme, donc je serais pas trop pour que ça se fasse. Et puis Trump qui visiblement, en tout cas ça sort du kiff post, donc c'est sourcé quand même très côté ukrainien, mais visiblement aurait décidé de se retirer des négociations, ou en tout cas de laisser les deux se faire ensemble, tout ça se faire ensemble en termes de traité de paix, donc une sorte de traité de paix qui était annoncé comme plausible et qui finalement est éventuellement en train de tomber à l'eau. Aucune certitude de ce côté-là également, mais en tout cas, il va y avoir a priori des difficultés à mettre les deux à la même table. Hein. On a parlé de rencontres tripartites ici, et c'est ce que veulent visiblement les Européens qui aiment bien saboter ce genre de traité de paix. Je vois pas Zelensky et Poutine accepter de s'asseoir à la même table. En tout cas, je le vois pas personnellement. Il se pourrait que ça se passe, mais je le vois pas personnellement que ça se fasse. Et n'hésitez pas, encore une fois, à venir vous abonner sur le compte X de la chaîne. On est 2314 pour le moment. Trump qui augmente le chauffage et Powell qui essaye de la garder cool. La banque... The Bank of International Settlements, la BIS, je sais pas comment c'est, la banque des paiements internationaux, ça voudrait dire quelque chose comme ça, la banque des contrats internationaux, je sais pas le nom français, qui veut un score de conformité AML pour surveiller Bitcoin et les cryptos. Attention à ce genre d'organisme, ce que veut la BIS est extrêmement puissante, on va dire que c'est le lobby bancaire hein, pour une grande partie, mais pas que, c'est également un petit peu l'idée que peuvent se faire les grandes huiles un peu de ce monde, hein, les Soros et compagnie, de ce que devra être Bitcoin dans le futur. J'ai vu passer des choses aussi de leur part, comme quoi ils voudraient visiblement que des bitcoins qui soient passés dans leur histoire, donc à partir du moment où la loi sera passée, hein, bien évidemment, c'est pas rétroactif, qui soient passés par un wallet n'ayant pas de KYC, alors que ce soit un cold ou un hot wallet, c'est-à-dire une personne qui a un exchange mais qui n'a pas de KYC, et ou l'inverse, c'est-à-dire un hot wallet, un cold wallet, pardon, totalement chez vous, etc. Et bien que ces BTC-là ne puissent pas servir à des paiements, etc. En tout cas dans le circuit bancaire. Donc
on va dire que des BTC non KYC'd deviendraient peut-être... Il y aura un double marché, il y aura un marché un peu de l'occasion sur des BTC qui ne sont pas... dont on ne connaît pas le propriétaire précédent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra faire attention, parce que du coup, ça ajoute une forme de censure à Bitcoin, et c'est pas du tout l'idée, bien entendu. Bitcoin n'est pas forcément un asset qui peut permettre... l'idée, c'est pas nécessairement de truander en permanence tout ce qui se passe par rapport à nos États, mais c'est quand même cette idée de liberté, de pouvoir vendre à qui on veut, et d'avoir vraiment un hard asset dont la propriété est intrinsèque et inviolable, qui est intéressant et qui fait partie, et également un côté open source qui fait que on ne peut pas... D'ailleurs, je pense que ce type d'initiative dont je vous parlais n'est pas possible, en fait, en réalité, mais qui fait qu'on ne peut pas, tout simplement, avoir une partialité politique. J'en veux pour preuve, par exemple, typiquement, ce qui a vraiment bien lancé Bitcoin, en grande partie en tout cas, et au travers notamment de la guerre en Ukraine, c'est les sanctions, finalement, d'une certaine manière, ce qu'il a bien relancé, ce qui lui a donné vraiment un deuxième cas d'usage. Il n'y a pas que ça, il y a aussi cette possibilité d'acheter du pétrole. Si jamais vous êtes, je sais pas, italien, vous pouvez acheter du pétrole à des Iraniens. Il y a toujours un moyen non bancaire de passer pour que ça passe. C'est-à-dire que dans un monde qui va se multipolariser à nouveau, avec des sanctions commerciales potentielles, ni le dollar ni l'euro ne sont des monnaies finalement intéressantes parce que elles sont aliénables, au sens où on peut vous les confisquer si jamais la personne qui dirige votre pays ne va pas dans le sens de ces pays-là. Donc là où avant le dollar était une sacro-sainte réserve de valeur également, il n'y est plus. D'où l'augmentation en exponentielle, en tout cas exponentielle non, pas plus que les autres cycles, mais d'où l'augmentation. On était déjà sur une market cap assez colossale, mais d'où l'augmentation quand même relativement poussée et énorme de Bitcoin. Et puis celle de l'or, bien évidemment, en ce moment, puisque on va dire que c'est des assets où, voilà, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, bon, j'ai acheté cette montre-là, parce que si un jour il y a une guerre, je sais que ça peut me faire bouffer pendant 1 ou 2 mois. Kanye West, on en a parlé. Gemini qui reçoit une licence Mica à Malte. Tant mieux pour eux, ils veulent s'attaquer à l'Europe. C'est le cas également de Bybit, on l'a dit. Et cette affaire au sujet de Lisa Cook, dont on avait déjà évoqué vite fait le tenant et les aboutissants, les tenants et les aboutissants hier, mais globalement, Lisa Cook, c'est une des membres de la Fed sur qui en ce moment on fait pression. Parce que elle aurait déclaré dans 2 États différents avoir une résidence principale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez payé plus de taxes donc plus de taxes et mortgage aussi. Je pense que c'est plus sur un crédit également. Vous allez payer moins sur une résidence principale en crédit que sur une résidence secondaire, ce qui est relativement logique. C'est pour pas faire trop pumper les marchés de l'immobilier non plus, on va dire c'est les primo-acquérants comme ça, enfin les gens qui veulent s'acheter une baraque, ils ont des meilleurs crédits également, mais pas que, et aussi au niveau des taxes. Donc du coup, ici visiblement il y aurait un petit dos sur Lisa Cook qui fait que on pourrait la pousser à la démission. Si on la pousse à la démission, vous comprenez que ça veut dire qu'il faut revoter pour quelqu'un. Si on doit revoter pour quelqu'un, c'est exactement le même cas que Kruger. Elle s'appelait Kugler, pardon. Kugler, il y a de ça quelques semaines, qui a démissionné, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être qu'il y avait un petit dos sur elle également, qu'on lui a sorti, je sais pas moi, c'est pas une sextape maintenant qu'on dit, c'est un compromat. Voilà, on a donné un nom russe à cette histoire, histoire de bien encore dire que c'est de leur faute. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de sympathie pour le peuple russe, et ce depuis toujours. Voilà pour les infos. Il n'y a pas grand chose sur le calendrier économique. Demain c'est Jackson Hole, ça sera à 16h, le discours de Powell. C'est un petit peu ce que tout le monde attend en ce moment. Et puis vous le voyez ici, ces histoires que effectivement, du côté des de la Fed, ça pourrait bouger un petit peu. Visiblement, il y a aussi un accord qui vient de sortir. Alors, c'est sorti il y a combien de temps ? 7h du matin ce matin, donc Eastern Time. Ouais, c'est il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, on arrive à un accord sur le pharmaceutique,
auto, donc les automobiles, et puis quelques autres trucs. Je m'en pose une seconde, je lis l'article comme ça. Alors, grosso modo, le deal n'a pas vraiment changé hein, par rapport aux 15% plus achat de matériel militaire et autres. Il y a un petit deal en plus. Effectivement, ils ont confirmé que les trois secteurs dont on parlait là ici en haut vont rester à 15%. Bref, c'est une no news. Il y a sûrement en fait un rapport, enfin une conférence de presse qui a été faite et qui réitère un petit peu ce qui avait été dit avant. Nouvelle info, on va devoir également importer, visiblement, hein, en ce qui concerne... alors ça parle pas de vin, hein, qui va être le gros souci français à un moment donné, non plus. Et puis, il y a certaines choses sur lesquelles on va devoir faire des efforts, notamment, en fait, finalement, nous, faire sauter les droits de douane sur la seafood US, donc les fruits de mer et quelques biens agriculture. On sait que vu la qualité hein, de ce qui est produit aux États-Unis, c'est pas forcément bon pour notre santé perso. Donc voilà, bon, c'est encore une fois un vrai accord merdique, hein, et pour le coup, vraiment par rapport à des gens qu'on paye pour rien et qui n'ont pas été élus, le fait qu'ils ne défendent pas leurs administrés est totalement scandaleux. Hein. Vraiment là pour le coup, voilà, ça avait parlé effectivement de choses impressionnantes comme 100% sur les semi-conducteurs, ce genre de choses, tout ça sera pas mis en place. Et on restera sur ce qu'ils appellent le MFN à 15%, c'est-à-dire le Most Favored Nation, le taux minimal, mais tout cela reste encore une fois bien sûr un petit peu le lube qu'on peut mettre quand on passe une semaine à la fistinière, hein, tout simplement. Et là, c'est le cas. Hein. L'Europe est dans une tournante, elle se fait enfler par tout le monde. C'est totalement ce qui est en train de se passer. Derrière, Ether, on parle bien sûr ici des liquidations du sentiment. Ether est une nouvelle fois devant BTC en termes de liquidation. 183 liquidés en short, 110 liquidés en long. C'est assez intéressant parce que je dirais que depuis 24 heures, on a plutôt été baissier, non? Ou je me trompe? Je me trompe. On est le 21 août et il est... on a été haussier puis baissier, on a fini au même endroit. Il y a eu ici un petit dip hein, aussi dedans. 14 heures. Ouais. 14 heures et là il est 17 heures. Je regarde, hein, excusez-moi parce que ça m'intéresse. Là il est 17 heures, on est par là. Sur 24 heures, ouais, on est au même endroit. On a fait une poussée en haut, une poussée en bas. On est à peu près au même endroit. Vous voyez qu'on liquide plus de short que de long. Ça veut dire qu'on a été chargé short. Plus chargé short que long sur cette zone. En espérant qu'on a continué à se charger short sur la montée. C'est ce qu'on va regarder sur les marchés en levier. Et en l'occurrence, ici j'ai un prix qui monte, un fonds qui monte, donc jusque là tout va bien. Ici j'ai un petit peu l'inverse, donc j'étais légèrement shorté effectivement ici sur le top. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Que voilà. Et puis ensuite le prix descend et le fond il monte, donc on est plutôt longué sur celui-ci. D'accord, donc ça c'est pas génial. Donc voilà un peu les deux niveaux de price action. On voit qu'il y a une petite cassure de trend en cours sur le 5 minutes qui est éventuellement au retest. On est on a quand même joliment baissé ici. J'aurais peut-être tendance à dire que ça peut pousser un peu plus haut. Open Interest est aux fraises, hein, dans les 28 milliards et on n'en reprend pas plus. C'est une zone un peu de non-intérêt. Je pense que ils vont tous attendre un petit peu ce qui se passe sur le reste de Jackson Hole, là, à mon avis, hein, et notamment ce que dit Powell demain. La One Week est plutôt nettoyée, mais vous voyez qu'à force de traîner sur la zone des 112, on commence à créer une poche en dessous, malheureusement. Donc je serais pas contre l'idée de descendre à 110 et ensuite de se reprendre pour finalement repasser au-delà des 120 et 125, refaire un nouvel ATH. Voilà, ce serait un peu ça l'idée du moment. Et sur Ether, pas tellement besoin d'aller chercher en bas. On serait plutôt dans cette idée de pousser en haut. Si Bitcoin descend, on voit mal Ethereum faire autre chose que une nouvelle fois, si on part du principe que Bitcoin va à 110, Ether devrait quand même plutôt latéraliser dans ce contexte-là, et éventuellement, du coup, revenir faire un tour, peut-être pas à 4000, mais voilà, autour des 4002, 4000... Quoique c'est pas très chargé, hein, vous le voyez en liquidité longue sur Ether. Ether, il est plutôt shorté, instanté. En tout cas, sur la liquidité, une semaine. Je retourne sur le prix, je fais la conclusion de cette vidéo. Bon, pour moi, la cassure de traîne actuelle est plutôt mignonne. Je parle de ça. Elle n'est pas cassée pour autant et on n'a pas eu l'impulsivité sur le mouvement, ou sinon...
qu'on peut éventuellement dire, c'est que ceci ici a été plus ou moins un échec, d'accord? Je parlerai surtout même de cette bougie-là qui avait l'air peut-être assez impulsive et qui finalement est instantanément ravalée. Donc c'était quoi? C'était une mèche. On a attaqué ici la structure et le pic qui était là, mais on s'est littéralement fait dégonder, notamment, je dirais, ouais, voilà, sur ouais, ce pic-là, un truc comme ça. Donc voilà, double bottom ici, pourquoi pas. Et si on doit tenir quelque chose, c'est sincèrement, ça me paraît évident, hein, mais ce support dans sa TF, c'est 1 heure. Donc du coup, on peut le noter là, ici. Il y a quelque chose ici en 1 heure qui tient pour le moment. Qui, si jamais on vient à mécher, et je vois mal pour le coup, comment dire, d'ailleurs. Ici, on va le mettre en 1 heure, bien sûr. Mais je vois mal le prix aller à 110 en 1 heure et revenir. Hein. Il faudrait faire l'aller-retour. Vous comprenez que c'est une mèche. Donc je vois mal ça se mettre en place. Donc pour moi, c'est soit ça tient ça. Mais si on perd 113, pour le coup, on se retrouve autour des 110, légèrement en dessous des 110. Si on tient ce 1 heure-là, je pense qu'on peut partir de là pour remonter. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que pour le moment, hein, ceci a l'air plus impulsif que ne l'est cela. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est dans quelque chose qui est plus haussier à l'impulsion que baissier. Donc voilà, scénario 1, on tient ça, et on n'a pas besoin d'aller autour des 110. Scénario 2, on est obligé de passer sous la structure, de perdre les... et je vous rappelle qu'on a une ouverture de position, nous, à peu près sur les 110, justement, et ça depuis un bon moment. En attente, si jamais on y va, c'est plutôt bien. Si jamais on bondit à partir de là, bon ben on avait ouvert déjà un trade à 112 100. On va pas le doubler pour autant. On va pas réitérer ici. On va plutôt essayer de soit défendre la position un tout petit peu plus bas, soit tout simplement partir de là avec le reliquat de position qui nous reste pour éventuellement aller chercher plus haut également. Ben, bien sûr, ça on l'avait expliqué. Si jamais vous comprenez que ici on retourne dans ces eaux-là, hein, autour de l'ATH, il faudra quand même si c'est un reliquat de position, reprendre du profit. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a fait un peu un mea culpa ici de cette idée de pas suffisamment avoir pris du profit sur cette montée au-dessus de l'ATH, alors qu'on était littéralement et totalement dans le bon sens, et que de toute façon, on a réussi à protéger habilement notre capital investi sur les 112 100. Et ben ça aurait été quand même futé de se dire de prendre un peu plus de profit, ne serait-ce que parce que lutter ne correspondait pas nécessairement. Par exemple, typiquement sortir quelque part par là quand on perd la trend initiale, ça aurait été un trade management un peu plus actif. Et voilà, personnellement je change cette année, hein, je change un peu du thé. Avant je faisais beaucoup d'intraday, donc beaucoup de trades qui était managé de manière beaucoup plus active, hein, en intraday. Sur les petites UT, on a tendance à suivre, hein, on a tendance à manager de manière plus active parce qu'il y a plus d'indécision aussi, alors qu'en swing, on se dit, bon, ok, j'ai une target, etc. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ouais, le fait de passer au swing nécessite des ajustements, notamment sur le trade management et l'identification de l'UT et de la raison pour laquelle on est rentré. C'est ces deux choses qui, finalement, délimitent. Est-ce que je prends énormément de profit sur telle ou telle zone? Pourquoi je suis rentré dans ce trade? Quelle est l'idée de ce trade, hein, finalement? Quelle est l'idée derrière ce trade? Et là, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé quand on l'a ouvert. L'idée derrière ce trade, c'était de venir prendre le top. C'était pas... On a d'autres trades qui sont des trades de position qui sont là depuis un bon moment, avec des runners, etc. Donc l'idée, c'était plutôt de récupérer ce petit mouvement. Et en l'occurrence, on s'est un petit peu menti à nous-mêmes ici, sur cette zone-là. Donc il faut surtout pas hésiter à le dire. Après, le drop... ici est assez conséquent et assez rapide. Drop qui d'autant plus, moi personnellement j'étais en vacances, donc du coup bon, tu regardes et puis tu fais ouais bon ok d'accord, voilà, donc c'est pas un trade qui aurait été facile à manager, en tout cas en vacances, mais il faut le dire, voilà, et on avait aussi une forme de certitude que 118 allait tenir, en tout cas moi pour le coup, ici c'était tellement un gros node sur le volume profile que je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui a tenu. Attention, si on y revient, pour le coup il y aura aussi un petit bénéf à prendre dans ces eaux-là. Donc voilà, pour moi, zone d'ouverture prochaine, c'est 110, mais ça, c'est parce que j'ai déjà une position ouverte dans le coin. Il faut tenir ce 1 heure pour pas aller à 110, justement. Et puis, ici, attention à ça, et attention à ça, une nouvelle fois, encore que les triple top. Il y a une croyance qui dit, enfin, il y a entre tous les traders, tout le monde dit, les triple top n'existent pas.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là, ça a pas l'air de pas trop mal chuter. Donc, je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur la news si vous regardez la vidéo directement. Parce qu'il doit y avoir un petit quelque chose qui pousse un petit peu le prix vers le bas. Donc, ça représente des opportunités, bien sûr. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, pour ceux qui aiment bien les avions, plutôt Airbus ou Boeing. Pour ceux qui n'aiment pas les avions, trouvez-moi, typiquement, par exemple, Mac ou PC, etc. Bah, trouvez-moi un endroit où il y a une grosse dichotomie entre deux marques. Et puis, dites-moi quel est votre préféré. Ce sera le commentaire du jour, la question à la con. Vous pouvez y répondre bien sûr en commentaire de la vidéo ou si vous regardez la vidéo sur X, sur X. Je rappelle que sur X, il n'y a pas de pub. Sur YouTube, il y a des pubs. Abonnez-vous aux deux quand même parce qu'au moins vous aurez la notification en temps réel déjà sur YouTube. Donc vous pouvez aller la voir sur X, la vidéo. Et puis, parce que ça fait des abonnés. Hein, donc du coup, ça c'est forcément très bien. Hein, plus d'abonnés égale... papa il est content, et quand papa il est content, il fait plus de vidéos, il passe plus de temps tout simplement à faire ces choses-là. Je vous remercie pour votre attention, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gardez bien pour moi un œil sur ce 1 heure, je pense que c'est un peu la clé de ce qui va se passer prochainement. Ici vous voyez qu'on est en train de venir passer sous la structure. La grande question c'est est-ce qu'on perd ou pas ce 1 heure, et vous voyez que dans un timing très petit, il y a des gros qui veulent réaccumuler là, hein, depuis mercredi 19 à 20h, donc il y a de ça 2 jours, ça a réaccumulé ici, ça n'a fait que des mèches. La question étant, quand est-ce qu'on aura absorbé tout ce qui se passe dans cette zone-là, est-ce qu'on a besoin de passer sous la structure dans son ensemble pour éventuellement y aller. Donc je trouve que c'est plutôt joli de construire ce type de support. Maintenant, il faut que ce type de support, vous comprenez que c'est une zone de combat aussi, hein, entre des gros vendeurs et puis des gros acheteurs. Ça me rappelle un peu, je crois que c'est dans un bouquin, je pense que c'est un bouquin de... Je me souviens plus du nom, ça m'a échappé, je ne voudrais pas le chercher pendant trop longtemps. Mais un mec qui dit, regardez, j'ai trouvé un truc super en... Il va voir son boss, il lui dit, j'ai trouvé un truc super en analyse technique. Hein. À l'époque, c'était les débuts de l'analyse technique, de l'analyse quantitative, on va dire. Et le boss lui dit, ah bon, vous avez trouvé un truc super et tout. Regardez, là, il y a une droite, il se passe un truc et tout, nanana, etc. Puis à l'époque, c'était plus des algorithmes, hein, des choses comme ça. Donc un peu à la Jim Simon, je sais pas si vous connaissez ce Renaissance Capital, je crois, son hedge fund, qui a été le premier à trader avec des algorithmes, des ordinateurs, etc. Mais bref, c'est pas l'histoire, c'est un mec qui trade sur du soja. Et lui dit, regardez, si on achète ici du soja, on ne devrait pas perdre le support que vous avez là. Le support est bon, là, vraiment, il est correct et tout. Je voulais vraiment vous voir par rapport à ça. Et le gars lui dit, ah ouais, ça marche ton truc là, ok, d'accord, on va voir. Et en fait, il prend son téléphone et il dit, vous vendez 2 millions de tonnes de boisseaux de soja ou je sais pas quoi. Et du coup, bien sûr, instantanément, ils voient tous les deux le prix en direct dropper largement en dessous du support. Et tout ça pour vous dire que, entre guillemets, ces choses-là n'existent pas et tout n'est que sentiment. Et même ce mec qui savait qu'il allait perdre énormément d'argent sur ce move, tout simplement pour montrer à son employé que tout est possible. Il suffit d'un mec qui décroche son téléphone et de toute façon, le prix, le support, il s'en battra littéralement les couilles. Et vous comprenez que vous me suivez sur l'idée. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.